Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech que vous regardez à 11h chaque matin sur la chaîne Bismart. C'est le magazine qui est dédié à l'innovation et à la nouvelle culture numérique. Alors je vous propose de démarrer avec l'actualité. Aujourd'hui nous sommes au premier jour de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Eh bien cela me donne l'occasion d'interviewer Nicolas Huchet, que l'on peut aussi appeler très rapidement l'homme bionique. Il est à l'origine d'une aventure passionnante, la création d'un atelier d'inventeurs qui est tout entièrement dédié au handicap. Donc je vous propose cette interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler aussi des nouveaux projets de blockchain ou comment se développe la finance et les services numériques de demain. Ensuite, on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme. On parlera de cette nature qui inspire des nouvelles technologies, notamment dans le domaine de la cicatrisation et des pansements. Et puis on conclura par notre séquence Ils font demain avec une expérience techno-sensorielle. Mais tout de suite, donc place à l'interview Innovation Handicap. Je vais commencer par quelques chiffres. La France compte 10 millions de personnes en situation de handicap. Donc, à l'intérieur de ces 10 millions de personnes, 5 millions de malentendants, 3 millions d'handicapés moteurs, 1,7 million de non- et malvoyants, 700 000 personnes handicapées intellectuelles. Et puis, il y a des personnalités qui changent la donne, comme Nicolas Huchet. Bonjour Nicolas Huchet, merci d'être connecté avec nous donc dans Smart Tech. On peut aussi vous appeler Bionico, si j'ai bien compris. On s'autorise ce raccourci, puisque vous êtes ce qu'on appelle un homme bionique, un maker, aussi conférencier, assembleur de compétences, le cofondateur de l'association My Human Kit. En fait, vous êtes à l'origine d'un concept d'atelier qui est inspiré des Fab Labs pour transformer les personnes valides ou non en inventeurs, bricoleurs, pourvoyeurs d'aide technique au handicap. Bonjour Nicolas Huchet. Bonjour. Et là, nous sommes donc même à l'intérieur d'un atelier, d'un de ces ateliers que vous créez. Tout à fait. Donc là, on est à Rennes, au Human Lab, donc qui est un Fab Lab dédié au handicap. Donc un Fab Lab est un laboratoire de fabrication dans lequel on trouve des machines, des outils et dans lequel on peut fabriquer, réaliser des objets. C'est vraiment c'est un atelier de fabrication, comme un atelier où on peut venir réparer son vélo. Et ici, c'est un atelier où on peut venir fabriquer des objets. Donc ça, c'est le concept du Fab Lab, des objets numériques. Donc on parle de fabrication numérique puisqu'on inclut tout ce qui est logiciel, ordinateur, donc le monde du software. Et aussi tout ce qui est machine à fabriquer des objets, comme les découpeuses laser, les imprimantes 3D, mais aussi la perceuse, la ponceuse, etc., ou les machines à coudre. Et là, on est plutôt dans le hardware. Donc le Fab Lab est donc un laboratoire de fabrication numérique ouvert à tout le monde. Et la particularité du Fab Lab dédié au handicap, qui est le nôtre, c'est qu'il s'appelle Human Lab. Et donc sa spécificité, c'est qu'il est dédié à la réalisation d'objets pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, en les impliquant sur leurs propres projets. À titre d'exemple, donc moi je suis à l'origine de l'association. Et on va peut-être juste pour rappeler un peu votre histoire, parce que tout a commencé quand vous avez été amputé de la main à l'âge de 18 ans. C'était à la suite d'un accident de travail dans une usine. Et puis là, vous n'êtes pas tout à fait satisfait finalement de la prothèse qu'on vous propose. Et vous allez voir justement un Fab Lab pour tenter de bricoler quelque chose d'un peu plus adapté. En quoi la main, au final, que vous avez vous-même fabriquée et ajustée, répond-elle mieux à vos besoins ? Quels sont aujourd'hui les besoins spécifiques en matière de prothèses qui ne sont pas adressés par les grands fabricants mondiaux ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je n'ai pas encore la réponse à cette question. C'est-à-dire que la main que vous venez de montrer et celle que je vous montre là, qui sont des mains robotiques qu'on peut fabriquer aujourd'hui dans des Fab Labs grâce à des plans open source, donc des plans accessibles à tous. Ces mains ne répondent pas aux prothèses vendues par les fabricants, les industriels dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces petites mains robotiques qui coûtent une centaine d'euros, elles n'arrivent pas à égaler on va dire la robustesse d'une main fabriquée par une entreprise et qui coûte par contre 50 000 euros. Voilà, donc ça déjà, ça ne répond pas.
Par contre, le problème, c'est que quand on a accès comme ça à des prothèses, quand on entre quand on découvre le handicap, comme moi c'était le cas, et quand j'étais amputé et que j'ai eu une prothèse, c'est que cette prothèse, je l'ai eue dans un cadre médical, dans un contexte hospitalier, et donc médicalisé, protégé, et donc on a cette image du handicap qui correspond du coup à l'hôpital, le médecin, l'expert, le prothésiste et tout ça. Mais le handicap, ça peut aussi être un champ d'exploration, un champ d'inventivité, même une matière à s'inspirer. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et cette petite main, du coup, cette main robot, que je ne peux pas utiliser parce qu'elle est trop fragile, en fait, c'est moi qui l'ai fabriquée. Et le fait d'apprendre à la fabriquer, je me suis approprié mon handicap et ça m'a permis de mieux vivre avec. Donc en fait, la différence, elle n'est pas technologique dans un premier temps, elle est vraiment psychologique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on cherche à mettre en avant. Mais ensuite, par contre, le but de mon projet, voilà, qui s'appelle Bionico, est bien de rivaliser avec les prothèses sur le marché et d'inventer un produit qui serait pas mieux, mais qui répondrait mieux aux besoins des personnes amputées de la main. Et donc, je suis bien placé pour le savoir puisque je suis concerné. Et donc, on peut expliquer ce qu'il y a peut-être déjà dans une main bionique, dans une prothèse. C'est quoi? Ce sont des composants électroniques? Oui, donc là, je vais prendre le prototype qui finalement rejoint quand même ce qu'il y a. C'est quand même l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans cette main, mais avec des composants moins chers. On a un moteur. Et ce moteur, en fait, c'est du coup un moteur, ça tourne. C'est la spécificité d'un moteur, comme le moteur d'une voiture. Et donc ce moteur, en tournant, il fait bouger donc cet engrenage qui va faire bouger le doigt ou bouger la main. Voilà. Et le pilotage, il se réalise à partir de capteurs? Oui. Alors, les capteurs envoient l'information à la carte électronique, puisqu'il faut traiter l'information. Voilà. Et en fait, l'information est reçue par les capteurs, et les capteurs, ils sont à l'intérieur de la prothèse, donc à l'intérieur ici, et c'est ce qu'on appelle des capteurs musculaires. C'est des capteurs qui vont réagir à la contraction de l'avant-bras. Donc aujourd'hui, le contrôle d'une prothèse se fait un peu, je dirais pas vulgairement, mais un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'on apprend à contracter des muscles qui ne sont pas les muscles de la main. Et est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous entends très bien. Bien. C'est que l'image c'était et il y a aussi pas de retour, en fait, on ne sait pas ce qu'on touche avec une prothèse. Donc il y a encore des problèmes au niveau du contrôle des prothèses. Mais voilà, en gros, pour vous expliquer, ça marche comme ça. On contracte un muscle sur lequel il y a un capteur. Ce capteur envoie une information à la carte électronique qui renvoie cette information à un moteur qui fait bouger la main. Alors, donc on voit qu'il y a encore beaucoup de progrès technologiques à accomplir, mais il y a aussi la question de la baisse des coûts. Et ça, finalement, avec un projet qui s'appuie sur l'open source, on peut répondre à la fois à ces deux problématiques. C'est-à-dire, d'un côté, on accède à une communauté très vaste, qui n'est pas juste les personnes qui viennent dans votre Fab Lab, mais l'ensemble de la communauté open source qui peut participer au projet et en même temps profiter d'une baisse des coûts assez considérable. Ça fait combien de temps que vous avez démarré ce projet et vous en êtes où aujourd'hui? Ce projet a commencé en 2013. Voilà. Et il a commencé par la réalisation de petites mains imprimées en 3D en plastique qui coûtent une centaine d'euros. Et donc ça m'a permis de découvrir que l'impression 3D et les mains fabriquées dans les Fab Labs, ça n'allait pas répondre aux besoins. Donc il y a quelques années, on a établi un cahier des charges vraiment avec un industriel, avec un partenaire industriel. Je vais même le citer, c'est Ariane Group avec qui on travaille. Donc il faut savoir que My Human Kit, on collabore, on a des partenaires qui sont aussi bien dans le secteur social que dans le secteur du coup de l'aérospatial, que dans le secteur qu'avec le département. On a des partenaires éducatifs, on travaille dans des collèges, donc on a vraiment une diversité comme ça de partenaires avec qui on travaille pour à la fois faire évoluer l'image du handicap dans la société, donc auprès des jeunes, mais aussi en milieu professionnel. Et aujourd'hui, le projet de la prothèse, il en est au stade de ce qu'on appelle de la R&D, donc de la recherche et du développement. Donc ça veut dire qu'il y a des étudiants
d'universités qui doivent résoudre des problématiques mécaniques. On a aussi des salariés d'entreprises qui sont mis à disposition pour le projet, qui réfléchissent également pour établir aussi, voilà. Donc ce qu'on appelle, l'idée c'est de rassembler des différents collaborateurs, partenaires, qui vont participer à la conception de la prothèse pour qu'elle soit à l'image que j'en ai, c'est-à-dire légère, facile à fabriquer, simple d'utilisation. Et ça demande de l'expertise, puisqu'on est quasiment dans le secteur de l'horlogerie en fait. Donc on ne peut pas comme ça inventer dans un Fab Lab une prothèse. Et puis il y a aussi des partenaires industriels qui s'engagent à produire les pièces du prototype. Alors ça va être en aluminium, en impression métal, et il y a aussi des lycées techniques qui utilisent les schémas techniques pour en créer des supports pédagogiques, des supports de cours qui comptent pour les épreuves du bac. Donc en fait, voilà, c'est tout un projet autour de l'éducation, du changement du regard sur le handicap et de l'accessibilité des prothèses, et qui englobe, voilà, des partenaires qui vont de l'éducation à l'industrie. Et on a un nouveau prototype aujourd'hui qui est en réalisation. Voilà. Bon, et aujourd'hui, justement, c'est le premier jour de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et l'une des missions, justement, c'est de montrer l'ampleur des choses qui restent à faire. Alors, notamment du côté de l'emploi, pour vous, qu'est-ce qui semble le plus important à réaliser pour aider, favoriser l'emploi davantage de personnes handicapées ? Je remonterais, enfin, mon avis personnel, c'est que on est dans une société où c'est important de faire baisser le chômage, mais en même temps, on va pas faire bosser les gens. Enfin, il y a un espèce de paradoxe dans le fait que c'est comme si l'idéal de cette société dans laquelle on est, ce serait qu'il n'y ait pas de chômeurs. Voilà, c'est comme voilà. Donc c'est comme si c'est pas bien le chômage. Alors que nous, toutes les personnes qui viennent ici, il y en a plein qui sont au chômage et qui se réalisent beaucoup plus, qui s'épanouissent beaucoup plus en venant ici qu'en allant travailler 5 jours sur 7, payer 1 000 €, 35 heures par semaine, quoi. À faire un travail non valorisant et avec aucune reconnaissance, à 50 km de chez eux. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut trouver du travail pour toutes les personnes handicapées, ou est-ce qu'il faut être à leur écoute et essayer de comprendre leurs besoins et faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir en fait dans la société? Parce qu'en fait c'est ça en fait. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça avec les personnes en situation de handicap, on pourra le faire avec la société d'une manière générale. Donc pas un travail à tout prix, mais un travail épanouissant pour tout le monde, y compris évidemment les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Nicolas Huchet pour votre témoignage. On arrive à la fin de notre séquence malheureusement, mais on vous réinvitera. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de My Human Kit. Merci encore. C'est l'heure de notre talk. On va parler des nouveaux projets autour de la blockchain. Alors, on va parler de ces nouveaux projets blockchain avec Paul Frambaud, qui est président cofondateur de Morpholab. C'est une toute jeune société de développement de logiciels blockchain open source qui a été créée par 4 étudiants. Alors, cette société a déjà levé ses premiers fonds cet été pour développer cette finance à but non lucratif de demain, comme vous l'appelez. Donc, vous êtes encore étudiant. C'est ça, oui. En ce moment, à Télécom Paris. C'est ça, oui. Enfin, majorité de mes cours sont à Polytechnique, mais j'en prends encore quelques-uns à Télécom. Les deux, très bien. Avec vous, à vos côtés, Charles Kremer, cofondateur de The Blockchain Group, la seule société en France qui soit cotée en étant spécialisée dans la blockchain. Vous êtes président aussi de The Blockchain XDev, qui est la filiale services et technologies du groupe. Et vous avez lancé en juin, c'est votre actualité, AnyBlock, qui est une suite d'applications blockchain pour toutes les entreprises. Vous dites que ça représente aujourd'hui le meilleur de ce que vos équipes ont accompli depuis la création du groupe. Oui, bien sûr. Donc nous, on a commencé, Blockchain XDev, on a commencé il y a 3 ans à faire du service, à développer des applications blockchain pour nos clients. Donc ce faisant, on a développé un certain nombre de compétences qu'on a toujours voulu capitaliser d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui, ça se concrétise par le développement d'AnyBlock et la mise en production d'AnyBlock, qui finalement intègre un certain nombre de technologies qu'on a pu développer dans le cadre de nos projets clients et qui aujourd'hui vont permettre, au bénéfice de l'ensemble de nos nouveaux clients finalement, vont permettre à nos clients finalement de développer plus simplement. Là, vous êtes dans le discours commercial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait
Que vont changer ces nouveaux projets blockchain? Alors, Paul Frambaud, qu'est-ce qui vous passionne, vous, aujourd'hui, dans cette technologie, en l'occurrence? Alors, beaucoup de choses. Alors, principalement, c'est l'aspect open source que la blockchain permet. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, les seuls projets open source qu'on pouvait faire, c'était les logiciels qu'on retrouvait en local sur nos ordinateurs. Ce que permet la blockchain maintenant, c'est d'amener de la transparence et l'open source sur tout un tas de nouvelles applications qui se situent ce qu'on appelle côté serveur, c'est-à-dire dans le cloud ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, les opérations financières sont principalement numériques, s'effectuent dans le cloud, donc que ce soit chez une banque ou autre. Et la blockchain permet de rendre ces services open source et vérifiables, transparents. Et c'est vraiment ce qui me passionne. Donc vous, c'est la technologie qui vous passionne, c'est pas tellement les profits que l'on peut tirer de cette nouvelle finance? Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. C'est juste que les business models sont complètement différents. C'est-à-dire que, fut un temps, en finance qu'on appelle traditionnelle, les profits étaient faits en opérant un service financier. C'est-à-dire que j'ai mes serveurs, je sécurise ces serveurs et je promets à l'utilisateur d'être digne de confiance, comme un peu le business model des banques. Aujourd'hui, les business models sont différents. Nous, chez Morpholabs, on est des développeurs, des matheux qui produisent des algorithmes les plus pertinents possibles, les plus performants possibles. Et on va être des prestataires de services pour cet algorithme qui est en fait un bien public. Donc, à la place d'opérer un service financier, on va améliorer un bien public. Donc voilà, les conceptions sont un peu différentes. C'est en tout cas votre démarche. Charles Kremers, qu'est-ce qu'il y a de plus excitant aujourd'hui dans le domaine de la blockchain? Ce qui est excitant, c'est que je pense que ce qui est apparu depuis un petit peu plus d'un an, je dirais, c'est tout ce qui est autour des NFT, donc les non-fungible tokens. Finalement, cette capacité à représenter à travers un token, finalement, retrouver cette rareté, cette unicité qu'on a dans le monde physique. Finalement, il y a un vrai engouement, une vraie effervescence qui est apparue là cette année, qui finalement, pour moi, marque un petit peu marque une sorte de transition où finalement la blockchain trouve sa première application dans le monde réel. Jusqu'à présent, finalement, la blockchain, c'était beaucoup des crypto-monnaies, ce qui représente aujourd'hui les crypto-monnaies quand même le premier marché de la blockchain. Aujourd'hui, les NFT, finalement, c'est la première application qui fait la convergence entre le monde réel et le monde du digital. Et on le voit bien avec notamment... Alors, le monde réel et le monde digital, en même temps, ce qu'on achète avec des NFT, oui. Ce sont des œuvres ou des matériaux numériques quand même virtuels. Alors non, on va être aussi capable finalement de représenter à travers un NFT, de représenter dans le monde du digital un bien physique. C'est une représentation. C'est une représentation, effectivement, et on va du coup donner la capacité à tout porteur de projet, finalement, d'innover, de créer de nouveaux usages dans le monde virtuel, finalement, à travers cette capacité de reproduire dans le monde virtuel, finalement, cette unicité, et de créer un lien entre un objet physique et son avatar virtuel. Donc pour vous, le NFT, c'est déjà mettre un pied dans ce métaverse, comme disent les Américains. C'est la brique de base. La blockchain est une des technologies élémentaires du métaverse, et le NFT est une des briques de base qui va permettre de faire le pont entre ce monde virtuel et ce monde physique. Je vais prendre un exemple concret. Nous, on travaille avec des industriels sur des projets de création d'un passeport digital pour le véhicule, donc avec des industriels de monde automobile. Et finalement, ce passeport digital, c'est représenté par un NFT. Et ça permet quoi? Ça permet finalement d'avoir, dans le monde numérique, dans le monde digital, en fait, un seul et unique token qui représente votre passeport de votre véhicule, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, en fait, n'était pas possible. Et finalement, ça apporte du bénéfice dans le monde réel, puisque ça me permet d'avoir, à travers cet asset digital, d'avoir une traçabilité complète de tout ce qui se passe sur le véhicule. Et alors qu'aujourd'hui, finalement, vous n'avez pas accès à cette traçabilité. Vous avez accès à des informations de manière un peu cloisonnée, chez votre constructeur, chez votre réparateur, chez votre assureur, etc. Et le fait de concentrer tout ça sur un passeport digital, qui, en fait, ni plus ni moins qu'un NFT, va permettre d'avoir l'ensemble de traçabilité. Et du coup, ça va permettre de créer des nouveaux usages et au bénéfice de tous, finalement. Si je reviens à votre projet de transformer la finance, donc on a bien compris que la blockchain, c'est une finance décentralisée. Finalement, qu'est-ce que ça peut changer ? Alors, beaucoup de choses. Déjà, si je reviens sur cet aspect un peu open source, ça fait de la finance un bien public. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un seul algorithme pour l'ensemble de l'humanité. Là, c'est un choix que vous faites. Encore une fois, c'est votre démarche de dire on a choisi de travailler sur des technologies open source. Donc, pour faire de cette finance décentralisée un bien public, c'est ça? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que sur la blockchain, on n'a pas vraiment le choix, en fait. On est obligé, sur une blockchain qui est publique et non permissionnée, on est obligé d'être transparent et open source. Voilà. Tout ce qui va être exécuté sur la blockchain doit être vérifiable. Tous les services financiers autour, eux ne sont pas forcément open source. Si. Alors, tout service financier qui est sur la blockchain, qui est intégré dans la blockchain, donc c'est-à-dire le code qui sera exécuté sur la blockchain, on n'a pas le choix.
C'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer ce code, il est nécessairement open source. Maintenant, on peut construire des applications autour, mais ce n'est pas forcément dans ce sens que va la DeFi, donc la finance décentralisée. Aujourd'hui, le business model... On a le choix quand même, non? Enfin, on ne sait pas encore dans quel sens elle va aller, cette finance décentralisée. Alors, oui, en effet, mais en fait, je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Imaginons demain que Morpholabs, on travaille sur un protocole qui s'appelle Morpho, qui est un protocole de finance décentralisée. Imaginons qu'on décide d'instaurer une marge et qu'on dit, bah voilà, maintenant dans le protocole Morpho, on va prendre une marge très importante et je vais la mettre dans ma poche. Eh bien, n'importe qui, dont vous par exemple, pourrait voir ce code, le copier, le coller, enlever cette marge et juste produire le même code sans la marge. En fait, on n'a pas le choix de faire ce choix du non lucratif sur le côté DeFi, opération du service financier. Parce que n'importe qui peut copier, enlever les marges et refaire le même code. Maintenant, ce qui fait de l'argent, si je peux me permettre, l'aspect lucratif se trouve dans l'amélioration de ce service qui est public. Nous, c'est notre business model. On est des développeurs qui vont travailler à améliorer ce service. Et on est rémunérés comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que votre projet, lui, n'est pas à but non lucratif? Alors, Morpholabs en tant que tel est une société qui produit du code pour une entité qui n'a pas de but lucratif en tant que tel. Une entité dont le but, c'est de promettre des services financiers les plus efficaces possibles pour l'utilisateur final. L'aspect finance en tant que tel est décentralisé, n'a pas de but lucratif. L'aspect amélioration de la finance, c'est un peu, si vous voulez, la R&D a un but lucratif. En fait, votre entreprise, alors ouais. juste pour qu'on soit bien au clair, votre entreprise, elle, travaille pour des clients à but non lucratif ou lucratif? C'est ça. Alors, en fait, c'est là où ça devient particulièrement innovant, c'est qu'on travaille pour un algorithme, en fait. C'est l'algorithme de lui-même, donc, qui est l'algorithme de finance décentralisée. Son but, c'est de servir l'utilisateur final. Pour ce faire, il sait très bien que tout algorithme a besoin d'être amélioré au fur et à mesure. Donc, il va récolter une petite trésorerie. Cette trésorerie, elle va servir à rémunérer des prestataires de services dont nous, on fait partie. Mais ce qui est beau, c'est que n'importe qui peut décider de proposer ses services à l'algorithme et l'algorithme peut décider de choisir les plus compétents. Il se trouve que pour améliorer le protocole Morpho aujourd'hui, c'est Morpholabs qui sont les plus compétents. Mais nous, on va chercher à ce que dans le futur, ça soit quelque chose qui soit encore plus décentralisé et que si quelqu'un a une bonne idée, qu'il puisse l'implémenter, qu'il puisse s'améliorer et être rémunéré pour ça. Donc il n'est pas question de surtout pas faire d'argent, etc. Il y a des business models qui sont pertinents, qui existent, mais l'idée c'est vraiment de changer la conception qu'on a de la finance actuellement pour aller vers des business models qui sont plus sains et qui font plus de sens pour l'utilisateur final. Super, ça donne envie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi différentes blockchains dont on peut parler. Il y a des blockchains qui se créent aussi dans des contextes beaucoup plus privés, privatifs, et qui n'ont pas forcément les mêmes fins. Oui, effectivement. Donc nous, on a eu l'occasion de travailler sur différents types de blockchains, donc que ce soit des blockchains privées, des blockchains publiques. Donc, effectivement, faire le parallèle entre finalement blockchain privé, blockchain public avec intranet, internet finalement. C'est un peu le même genre de parallèle. Donc le blockchain privé, on va avoir un certain nombre d'avantages, comme notamment la performance. On va être aussi capable de gérer la privacy, excusez-moi, la vie privée des différents utilisateurs. Confidentialité, je cherchais le mot, merci. De manière beaucoup plus simple. Voilà, et puis on va être capable, d'un point de vue technique, de déployer aussi le réseau de manière beaucoup plus simple à partir du moment où finalement on va s'adresser à des acteurs aussi bien identifiés. On peut même imaginer d'ailleurs une recentralisation de... Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut, la blockchain privée, c'est intéressant, ça a du sens finalement quand on s'adresse à un certain nombre de parties prenantes qui ont bien identifié. Donc ça marche bien dans la supply chain, ça marche bien dans les acteurs dans des situations de place en fait, donc notamment dans la banque. Ça marche bien quand on veut améliorer les process existants finalement, parce que finalement les process, les applications existantes ne sont pas à la main d'un seul acteur, sont à la main de plusieurs acteurs, et on a envie d'apporter un peu plus de transparence, on avait envie d'apporter un côté un peu plus vertueux. On partage la gouvernance. On va partager la gouvernance, donc dans ce sens-là, la blockchain privée est intéressante. Par contre, évidemment, la blockchain publique, elle va permettre aussi des choses beaucoup plus, sur le long terme, de mon point de vue, beaucoup plus intéressantes, finalement, comme l'accès à la DeFi. C'est là où je me permets de rebondir. Du coup, la DeFi, effectivement, c'est quelque chose de très décentralisé, avec une gouvernance décentralisée, qui fournit un certain nombre de services financiers de manière complètement ouverte et open source. Par contre, ces services-là peuvent être aussi intégrés, en réalité, dans des applications beaucoup plus centralisées, finalement. Et c'est tout l'intérêt, finalement, qu'on arrive à créer le lien, finalement, entre ces services financiers DeFi qui apportent un certain nombre de bénéfices, et puis le monde réel. Voilà. Et donc, pour
toucher le monde réel, il faut quand même qu'on ait un peu des entreprises réelles, finalement, Oui. qui portent des services qui s'adressent à tout à chacun. Donc finalement, c'est un peu, voilà, tout est toujours un peu plus nuancé, finalement. Il y a les blockchains privées, il y a les blockchains publiques, et puis il y a blockchain publique, oui, mais il faut arriver à trouver les moyens de les intégrer au bénéfice de chacun, dans des solutions, dans des vraies solutions applicatives. Si vous pouviez nous donner quelques cas concrets d'application que vous pourriez proposer à partir de votre technologie. Ah oui, à partir de la technologie Morpho. Alors Morpho, c'est un protocole qui va permettre à tout un chacun de générer des intérêts sur ses cryptoactifs. D'accord. Donc cryptoactifs, ça peut être des crypto-monnaies. Le plus simple à comprendre, c'est des crypto-monnaies. Donc voilà, j'ai une crypto-monnaie, je souhaiterais générer des intérêts dessus. J'utilise Morpho. Super, j'ai plus de crypto-monnaies toutes les secondes, un peu plus. Maintenant, cryptoactif, c'est beaucoup plus large. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être un NFT. Un NFT, ça peut être aussi du crédit carbone, une entreprise qui a généré du crédit carbone. C'est très large en fait. Et plus la technologie blockchain va évoluer, plus on va être capable de numériser des actifs. Donc on peut imaginer que Morpho permettra de faire générer des intérêts ou d'emprunter, donc de l'autre côté, ces actifs sur un panel d'actifs qui est beaucoup plus large que des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est un peu, si vous voulez, la cour de récréation au début. Pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt parce que c'est un système qui est très clos. Mais, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a certaines technologies, dont les NFT, qui commencent à nous ancrer de plus en plus dans le réel. Et on espère que d'ici quelques années, ça devienne une réalité très concrète et qu'on voit les bénéfices, surtout sur le plan économique. En fait, sur le plan de l'utilisateur, ça va paraître la même chose, c'est juste que ça sera plus efficace économiquement. Et voilà, comme on expliquait tout à l'heure, ce sera des business models qui seront plus sains. Vous avez rencontré des acteurs de la finance pour voir comment ils réagissaient face à Morpho? Alors oui, Morpho et Morpholabs, il faut distinguer les deux. Morpholabs, nous, on est une société, encore une fois, de développement de logiciels. On pourrait tout à fait travailler pour une banque. On est des prestataires de services qui ont une connaissance sur le sujet blockchain. Morpho, par contre, c'est là où ça peut, selon les banques, ça peut être très différent. Je pense à Société Générale, qui aborde la DeFi de manière très positive, qui a vraiment un esprit d'essayer de s'intégrer à cette DeFi, de proposer des améliorations. Société Générale propose maintenant sur des protocoles DeFi des améliorations et participe à l'amélioration de certains protocoles DeFi, c'est assez fantastique. Maintenant, on a d'autres banques qui ont, disons, un point de vue opposé, et qui considèrent que... Ou qui hésitent, qui s'interrogent. Qui s'interrogent. on peut le dire comme ça. Mais voilà, ou qui affirment, qui ont des positionnements très fermes quant à la DeFi, et qui considèrent que voilà, ça représente peut-être un danger pour leur activité. Donc là, on parle bien de la blockchain en tant que telle, en fait. Il n'y a pas d'entité derrière la DeFi, en fait. Il faut bien le comprendre. C'est vraiment un algorithme qui vit tout seul, un protocole qui vit tout seul. Alors, est-ce que vous avez le même... type de difficulté à convaincre aujourd'hui des clients sur l'utilisation de technologies blockchain? Alors, on a de moins en moins de difficultés. Sur la finance, on voit bien que là, on est vraiment sur le cœur du problème, puisqu'on parle vraiment d'un système alternatif à celui existant aujourd'hui. Pour d'autres secteurs, c'est plus simple? Alors, c'est plus simple. Il y a toujours une certaine difficulté parce qu'effectivement, la blockchain, c'est un concept un peu compliqué à appréhender. Donc, il y a toujours une phase, finalement, d'éducation, d'évangélisation, de conseils, en fait, vis-à-vis de nos clients à avoir. Ce qui a quand même beaucoup aidé, on le voit aujourd'hui, c'est tout ce qui est NFT. Finalement, les gens l'ont compris assez simplement, finalement, ce qu'ils vont pouvoir faire de la blockchain. Et finalement, les NFT... C'est le retour à l'unicité, en fait, à la valeur dans le numérique qui peut vraiment faire basculer les usages. Exactement. Et finalement, tout le monde a compris, enfin beaucoup de gens ont compris finalement que les NFT, ce n'est pas que l'apanage de Sora ou de l'art ou du luxe et du gaming. Finalement, tous les secteurs sont concernés. Ça va être finalement en donnant la capacité de recréer cette rareté, cette unicité dans le monde digital. En fait, on ouvre la voie à plein de nouveaux usages. Donc plein de nouveaux usages, plein de nouveaux business models. Et donc finalement, les différents secteurs en fait commencent à s'y emparer. Mais pour parler de certificats numériques, on n'a pas besoin de passer par des NFT aujourd'hui. Bien sûr, mais en fait, ce qui est le NFT. Enfin, le NFT ou un certificat numérique, finalement, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, en fait, ton NFT, dans le sens vraiment blockchain public du terme, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est complètement interopérable. C'est dans la blockchain publique, et finalement, on va être capable de développer un certain nombre de services autour, finalement. Donc, un certificat numérique fait autrement que dans une blockchain publique ou avec une blockchain privée ou autrement, finalement, on va être capable de faire un certificat, oui, mais finalement, on ne va pas aller plus loin que de faire un certificat. Créer un NFT, finalement, on va être capable de faire beaucoup de choses, de créer des services. Et si je permets de faire juste un lien entre nos deux entreprises, finalement, nous, on va être capable de créer, c'est le projet dans lequel on est, de créer un NFT qui représente votre véhicule. Et finalement, ce NFT-là, vous allez pouvoir le mettre en collatéral
pour faire un emprunt. Complètement, Voilà. Et en fait, c'est ça demain le futur des applications de la blockchain. C'est de représenter dans le monde digital tous les actifs qu'on a dans le monde réel et d'utiliser les services financiers de la DeFi finalement pour créer des nouveaux services, pour créer des nouveaux usages et nouveaux produits. Ah, ça, c'est intéressant. On commence à toucher du doigt à quoi pourraient ressembler Exactement. ces nouveaux services Exactement. blockchain. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, peut-être vous en tête? Je me permets de rebondir là-dessus parce que je trouve l'exemple très pertinent. C'est sans NFT, c'est-à-dire qu'avec un certificat numérique qui a été fait par une entreprise privée, une entreprise tierce, Morpho ne pourrait pas accepter ce certificat. On est obligé d'accepter le NFT parce qu'on peut avoir confiance dans le NFT. Tandis qu'une entreprise tierce, elle pourrait potentiellement être corrompue. Pardon. Et donc, en effet, Morpho... C'est aussi une lutte contre la fraude financière? Contre la confiance, le manque de confiance. En fait, une des grosses vertus de la blockchain qu'on le reconnaît, c'est le fait d'être trustless, dans le sens où Morpho, c'est un protocole, il ne doit pas avoir besoin de faire confiance à l'utilisateur. Et pour donner... C'est inhérent, en fait. Voilà, c'est ça. C'est inhérent à la technologie. En fait, on n'a pas besoin de faire confiance. Et pour aller dans le sens de nouveaux cas d'usage concrets, voilà, moi, je suis étudiant, ce que j'aimerais, c'est que mon diplôme soit tokenisé, un NFT, peut-être un NFT que je ne peux pas transférer, parce qu'un diplôme, ça ne se transfère pas, mais un NFT que je peux récolter. Et demain... Et vous feriez quoi avec votre diplôme? Justement, qu'est-ce que je ferais avec mon NFT diplôme? J'ai mon NFT voiture, j'ai mon NFT diplôme. Allons sur Morpho, mettons ces deux NFT sur la plateforme, et paf, je vais avoir des meilleurs intérêts, parce que mon diplôme a peut-être une valeur intéressante, ou pas, justement. Vous aurez droit à un prêt étudiant. À un prêt étudiant, par exemple. Voilà, tout à fait. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on va voir la banque, on a aussi besoin de ce genre de collatéral. C'est juste qu'il y a tout un tas de relations de confiance. Et parfois, c'est des relations de confiance qui peuvent coûter cher. Et aujourd'hui, on est dans ce système où si on cumule un historique dans notre vie au travers de NFT, par exemple, c'est pour ça que l'ancrage dans la vie réelle est très fort avec les NFT, on pourrait se retrouver sur des plateformes et avoir des taux plus intéressants de manière décentralisée, sans avoir besoin de tiers, etc. etc. Ah, vous dites on est ancré dans la vie réelle, mais enfin c'est quand même une projection dans un monde 100% virtuel que vous nous proposez là. Hein. C'est finalement de prendre ce qu'on a aujourd'hui dans le monde physique et de le basculer entièrement dans ce monde numérique avec les mêmes garanties, voire plus de transparence et plus de confiance. Merci beaucoup pour nous avoir donné un premier éclairage sur à quoi pourraient ressembler ces nouveaux projets autour de la blockchain. On remercie bien sûr Paul Frambaud, étudiant, mais aussi cofondateur et président de Morpho Labs, et Charles Kremer, cofondateur de The Blockchain Group et président de The Blockchain XDev. Allez, juste après la pause, on va retrouver le biomimétisme. On va parler un peu de cette nature qui nous inspire de nouvelles technologies. Nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. On enchaîne pour la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une exposition qui utilise la technologie pour générer des expériences sensorielles tout à fait nouvelles. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme. Alors là aussi, il s'agit de nature, évidemment. On en parle avec Anthony Pansard, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Anthony. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va apprendre à mieux soigner nos bobos, finalement, en s'inspirant des capacités de cicatrisation de la nature. Tout à fait. Alors en fait, le biomimétisme dans la santé, c'est extrêmement pertinent parce que souvent les parallèles à faire sont plus simples entre la biologie humaine et les problématiques des êtres vivants que pour des problématiques industrielles plus complexes. Donc on a souvent nos enjeux à nous sont aussi ceux des animaux et ça permet d'avoir des solutions extrêmement efficaces. D'ailleurs, la médecine traditionnelle, généralement, se base sur des plantes ou des solutions directement trouvées dans la nature et utilisant des composants fournis par la nature pour nous soigner. Donc ça semble assez évident tout ça, pour autant on a encore plein de découvertes à faire. Tout à fait. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la cicatrisation, qui est donc un problème qui nous arrive à tous. Quand on a des fortes contraintes mécaniques ou thermiques, on peut avoir des frictions, des chocs, des brûlures. On doit ensuite réparer nos tissus pour revenir à notre état d'avant la blessure aussi rapidement que possible et éviter les infections. Pour ça, la cicatrisation, c'est un procédé globalement assez complexe, mais qui se déroule en gros en 3 phases. Ouais. On a une première phase où on va venir un peu reconstruire une première matrice là où on a perdu de la matière. On va amener beaucoup de globules blancs pour dégrader nos tissus qui ont été détruits, mais aussi, bien sûr, tous les pathogènes et autres corps étrangers qu'on pourrait trouver dans une blessure dans un premier temps. Ensuite, on va avoir une phase de prolifération, où on va remplir cette matrice de matière pour régénérer un premier semblant de peau. Et une troisième étape où ça va être un peu la maturation de la cicatrice qui va passer d'un rose clair à un rose foncé, à un rose plus clair, pour devenir blanche quand une cicatrice vieille et dite mature.
Ok. Bon, on a quand même aussi des pansements pour apprendre à Et cicatriser les plus pansements, vite. oui, tout à fait, ça aide énormément, à la fois pour cicatriser plus vite et pour éviter les infections. Mais en général, les pansements qu'on utilise sont des pansements secs. Dans l'Antiquité, on pouvait utiliser des bandes de lin recouvertes de miel, de vin, mais maintenant on utilise plutôt des choses sèches qui vont donc pas vraiment accélérer la cicatrisation. Parce qu'en fait, un pansement ça a plusieurs rôles, mais entre autres, il va maintenir la température et l'humidité à un seuil qui est souhaitable, c'est-à-dire assez humide pour que donc, les globules blancs qui sont produits par la plaie restent en contact avec les tissus, mais pas trop humide pour favoriser la prolifération de microbes et de bactéries et ainsi causer des infections. Et c'est donc des pansements plus humides qui, entre autres, qui ont été créés par biomimétisme. Et pour ça, j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux exemples, mais donc, qui sont assez similaires. Le premier est inspiré donc des algues. D'accord. En fait, les algues ont besoin d'avoir une structure déjà relativement résistante, et on veut que nos pansements collent à notre peau, ne se déchirent pas lors de nos mouvements, etc. Et aussi d'absorber l'humidité. Ici, on a une hypothèse où, je sais pas, la marée pourrait les faire passer dans des milieux secs temporairement, elles doivent stocker l'eau. Et donc l'alginate, c'est une molécule assez longue, ça s'appelle, donc c'est un polymère, qui va être présent dans les algues et leur permettre à la fois de leur donner leur forme, enfin leur structure assez résistante et souple, mais aussi d'absorber l'eau. Elle a été utilisée pour créer des pansements nouvelle génération, qui donc sont à la fois solides et permettent de stocker l'eau et d'accélérer la cicatrisation. Comment ça fonctionne concrètement ce pansement? Donc en fait, c'est un pansement. Au lieu d'avoir un tissu qui va être extrêmement sec et absorber tout le liquide, le tissu va être composé donc de ces fibres d'alginate, qui sont donc des très longues molécules, sur lesquelles, tout le long de la molécule, en fait, l'eau va venir pouvoir s'accrocher. Et donc, ça va permettre de garder l'eau directement au contact de la plaie, tout en absorbant l'excédent. Et pour les raisons que je l'ai dit précédemment, donc ça permet de cicatriser plus vite et de ne pas développer de pathogènes. Alors vous avez dit qu'il y avait deux exemples. Quel est le deuxième? Le deuxième, il est inspiré, il utilise l'alkite, qui est donc un autre composé chimique, qui va être à la fois composé d'alginate, dont je viens de vous parler, issu des algues, et de chitosane, qui est lui produit par les crustacés. Il se trouve dans leur carapace. Et ils cherchent chez eux à éviter justement le développement de bactéries, de virus. Donc c'est les propriétés antifongiques, antibactériennes, antivirales. Et en alliant en fait ces deux composants, l'alginate et le chitosane, on crée des pansements dits en alguine, oui. alkite, pardon. Alkite, c'est ça. On avait l'alginate et donc l'alginate, et là maintenant c'est l'alkite, okay. Qui donc un brevet a été déposé en 2016. C'est assez intéressant parce qu'en plus d'avoir ces aspects donc de rigidité, de flexibilité et de stockage d'humidité, on a aussi le chitosane qui vient amener ses propriétés antibactériennes et qui va empêcher donc le développement de pathologies. Et tout cela permet donc d'éviter les infections et de cicatriser beaucoup plus vite. C'était quelque chose qui était connu dès l'Antiquité dans la Chine, donc un pays particulièrement guerrier, où les guerriers frottaient en fait ce chitosane, donc des carapaces pilées en fait, sur leurs plaies pour éviter les infections. Super, retour aux sources. Merci beaucoup. Anthony Pansard, analyse scientifique chez Bioxégie pour cette fenêtre ouverte sur la nature et son lien avec les technologies de demain. À suivre dans Smart Tech, eh bien, ce sont ceux qui créent en ce moment une odyssée entre l'art et la technologie. Sensibiliser sur la fragilité de cette nature qui nous entoure, eh bien, grâce à la rencontre entre l'art et la technologie, c'est l'un des objectifs de l'expérience Sensory Odyssée qui s'est installée au Muséum d'Histoire Naturelle. Cécilia Sévry et Cossé Labouèche sont allées la découvrir, guidées par le responsable du projet. Nous sommes au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, au Jardin des Plantes, mais plus encore, nous sommes en Guyane, dans la canopée de la forêt amazonienne, et nous commençons à descendre le long d'un arbre géant, 50 mètres jusqu'au fond, jusqu'au cœur, jusqu'au tronc de l'arbre. Alors Sensory Odyssée, c'est tellement de choses différentes, mais c'est avant tout un voyage qu'on propose à nos visiteurs pour voir, entendre, sentir, ressentir la nature comme jamais ça a été possible pour les humains avant. On est dans un projet où on a dû tout inventer, les méthodes, le contenu et la collaboration entre des savoir-faire qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Près de 350 personnes réunies dans des domaines, des expertises les plus diverses,
de la muséographie à l'ingénierie numérique, de la scénographie à la création olfactive, des neurosciences aux documentaristes. On a capté des images à travers la planète, tout originales avec des techniques de pointe créées par nos équipes pour révéler en 4K, en 8K. Ici, on est à près de 2000 images secondes parfois. L'olfaction est un sujet majeur dans cette exposition parce que c'est par l'olfaction qu'on touche directement les émotions et la mémoire. Mais c'est aussi par l'olfaction qu'on peut créer un sentiment d'appartenance, un sentiment incarné de faire partie du monde vivant. On s'est inspiré beaucoup du neuromarketing qui utilise les odeurs pour vendre des produits. Ben nous, on utilise les odeurs pour créer un cercle vertueux qui nous remet en état de connexion et d'envol dans la nature. On est parti de l'idée que l'émerveillement permet au public, au grand public, d'avoir envie d'agir, de se sentir partie prenante de ce monde dans lequel on vit. Donc, on utilise toutes les techniques et technologies pour susciter l'émerveillement du monde vivant, pour pouvoir passer ces messages qui sont des messages d'espoir. Ne pas s'en tenir qu'aux technologies. Évidemment, les technologies que nous avons eues, qui nous ont permis de faire ça, qui il y a quelques années à peine n'auraient pas été possibles, mais c'est pas tout. C'est jamais tout. C'est souvent les gens qui les utilisent, les artisans, les équipes qui sont derrière la caméra et qui ont inventé des programmes. Ici, la quantité d'équipements et de serveurs et d'ordinateurs est inimaginable. Il a fallu des milliers d'heures de jeunes gens compétents, imaginatifs. Et c'est avant tout ces gens qui ont su employer cette technologie pour raconter ces belles histoires. Merveilleuse façon de terminer Smart Tech. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.